L'AMFL a fêté ses 70 ans en 2020. Mauvaise pioche, ce n'était pas vraiment le bon moment. On a donc dû attendre l'automne 2021 pour qu'une exposition soit organisée pour célébrer l'événement. Je vous en ai fait un compte-rendu sur cette chaîne et je vous avais dit à l'époque que j'étais à la recherche de documents pour pouvoir vous proposer un reportage sur le réseau que l'association avait créé dans la gare des Brotteaux à Lyon dans les années 50. J'en ai reçu quelques-uns, je vais donc pouvoir vous proposer ce sujet aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Alors, autant vous le dire, on va faire de l'archéologie. Mais je pense que ça en vaut la peine et que ça va rappeler de bons souvenirs à quelques-uns d'entre vous. Dans ces années-là, les caméscopes ne couraient pas les rues et la photo se faisait argentique. Par conséquent, les images de ce réseau ne sont pas très nombreuses. Pourtant, il s'agissait pour l'époque de la plus grande maquette à l'échelle HO qui soit visible au public en France. Et je pense qu'en dehors de celui qui se trouve encore dans la gare de l'Est à Paris, mais qui lui est à l'échelle 0, il n'y en avait pas beaucoup d'autres ailleurs. Mais dites-moi si je me trompe. L'histoire de l'AMFL débute à la fin des années 40. À cette époque, le modélisme ferroviaire n'était bien évidemment pas ce qu'il est devenu. Les premières marques reproduisant du matériel roulant existant et des bâtiments ont commencé à émerger au début du siècle. Mais les clubs se faisaient encore très rares, voire inexistants. Et la pratique de ce loisir était encore très solitaire. Au sortir de la guerre, quelques passionnés constructeurs de locomotives en modèle réduit ont pris l'habitude de se réunir les uns chez les autres et évoquent très vite l'idée de se constituer en association. L'idée était de réunir tous ceux qui s'intéressaient au chemin de fer, que cela soit à titre professionnel ou de loisir. L'objectif, construire des modèles réduits qui soient au plus proche de la réalité. L'Association des modélistes ferroviaires du Lyonnais est ainsi née en 1950 et était alors composée d'une vingtaine de membres. Vous connaissez bien le problème de toutes les associations, surtout quand elles veulent pratiquer le modélisme ferroviaire, il faut de la place et donc des locaux. La MFL naissante n'en avait pas, les réunions continuaient à se faire chez les uns et les autres. Mais les visites sur le terrain se multipliaient pour s'inspirer au mieux de la réalité. Une première maquette d'une vingtaine de mètres carrés fut néanmoins construite. Elle reposait sur un ensemble de 4 tables qui s'assemblaient entre elles. Le réseau était ainsi aisément montable et démontable. Il fut créé en un peu plus d'1 an et exposé dans l'ancienne chapelle du lycée Ampère à Lyon en avril 1951. Il présentait le décor réaliste d'un petit village provençal desservi par un tramway circulant dans sa rue principale et bien sûr une gare et son dépôt. Quelques représentants de la SNCF vinrent visiter l'exposition et les contacts se multiplièrent avec la grande maison. C'est ce qui a permis à l'AMFL d'obtenir un local au niveau inférieur de la gare des Brotteaux. « 320 mètres carrés qui permettaient d'envisager la construction d'une grande maquette et l'accueil du public. Le réseau était en U. Le premier module qui fut construit était celui que l'on découvrait en entrant dans la pièce, la montagne. On y retrouvait le petit village provençal qui suivra l'association pendant de nombreuses autres années, même quand elle sera amenée à quitter ses locaux historiques. On y trouvait par ailleurs une télécabine, un barrage, un viaduc, un tunnel et une gare de passage. Une grande partie du fond de la pièce était occupée par une grande plaine, où les trains traversaient une région peu accidentée. Mais ce qui se remarquait le plus à cet endroit, c'est le canal qui y était établi. Des péniches y naviguaient. Leur circuit était une boucle de 25 mètres de long. Étonnés, les visiteurs posaient régulièrement la question de savoir si les bateaux naviguaient vraiment dans l'eau. La meilleure réponse des membres de l'AMFL était de tremper leurs doigts pour leur montrer que oui. Pour une meilleure étanchéité, le canal avait été réalisé en zinc, ce qui permettait également aux péniches d'avancer. En effet, c'est un flux magnétique produit par des aimants qui leur servaient de moteur. Juste en dessous du canal, un rail suivait son tracé exact, selon son axe. Il servait de guide à 2 petits chariots, 2 par péniche, sur lesquels étaient collés des aimants. Dans le fond de chaque péniche étaient placés en proue et en poupe 2 aimants à la polarité inversée.
Les chariots étaient fixés sur une chaîne à vélo qui circulait dans le profilé servant de rail et était entraînée par un moteur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ailleurs un tel dispositif, mais à mon avis, il y a là une idée qui pourrait être réutilisée sur un autre réseau. Le canal desservait un port pétrolier où des wagons-citernes attendaient d'être chargés. Mais le clou du spectacle offert par ce réseau se trouvait à la gare. Celle-ci était dominée par le poste de contrôle de la maquette, situé dans un angle de la pièce. Sa vitre inclinée n'était pas sans rappeler un poste d'aiguillage. La gare en elle-même était le fruit de la compilation d'observations faites sur le terrain, en différents lieux. Son bâtiment voyageur enjambait 14 voies, dont 9 grandes lignes et 5 terminus ou départs banlieues. En arrière-plan, des tramways circulaient autour de la place Bellecour. Au total, le réseau comptait 600 mètres de voies et 75 aiguillages. Le tout était alimenté par une dizaine de transformateurs. La sécurité des circulations était assurée par un ensemble de 22 cantons dans lesquels le courant passait ou était coupé en fonction de la position des convois par un ensemble de 180 relais. 6 trains pouvaient ainsi circuler sur chacune des 2 voies principales que comptait le réseau. Le matériel roulant représentait les trains de l'époque, le Capitole ou l'Aquitaine, et leurs voitures grand confort tractées par des CC 6500, mais aussi bien sûr de nombreux trains à vapeur et une dizaine d'autorails. Pour rester dans les chiffres, le réseau voyait circuler 20 locomotives à vapeur, 35 électriques, 12 diesels, 180 voitures voyageurs et 250 wagons de marchandises. Ce réseau, que l'on appelait alors le Petit Train des Brotteaux, était ouvert tous les dimanches après-midi d'octobre à mai. La MFL dans ces années-là, c'était 150 membres et des activités dans et hors les murs. L'association a été à l'origine de la création de la Fédération française de modélisme ferroviaire en 1953. Avec l'arrivée du TGV à Lyon, la gare des Brotteaux a été désaffectée et remplacée par celle de la Part-Dieu. Il a donc fallu à l'association quitter les lieux. Elle a un temps pu trouver refuge dans un autre bâtiment situé juste en face, où elle a pu reconstruire un autre réseau sur lequel on retrouvait de nouveau le fameux petit village provençal qui l'accompagne depuis ses origines. Mais l'association a dû encore une fois quitter ses locaux pour de nouveau situer au cœur du dépôt de Lyon-Mouche. Problème, celui-ci étant toujours en activité, il n'est pas envisageable d'y recevoir du public. Par conséquent, la MFL n'a pas cherché à reconstruire un nouveau réseau fixe. Une situation qui va peut-être évoluer parce que, aux dernières nouvelles, la MFL serait sur le point de déménager de nouveau. Je vous tiendrai bien sûr au courant de son actualité, comme de celle des autres clubs d'ailleurs, dont je m'efforce de suivre les évolutions sur cette chaîne. Merci aux aiguillonautes et aux membres de la MFL qui m'ont confié des documents qui m'ont permis de vous proposer le reportage de ce jour. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes diffusés sur cette chaîne, il y en a un tous les lundis à 18h, mais je vous retrouve également chaque jeudi, toujours à 18h, pour parler train réel sur la chaîne Aiguillage cette fois-ci.